Voici, je regarde vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours ne me vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel seul, qui a fait le ciel et la terre. À l'âge de 9 ans, j'ai découvert que j'étais, et que je serais à vie, drépanocytaire de forme totale SS. À l'âge de 9 ans, ce lourd diagnostic est tombé sur ma tête et j'étais encore très loin de m'imaginer à quel point ce mot que j'allais découvrir, cette maladie que j'allais découvrir, dont j'allais découvrir la description, allait changer ma vie d'une façon que je ne pouvais pas l'imaginer. Bonjour, je suis Princilia Pérez, auteur-écrivain de nationalité congolaise. J'ai écrit le livre De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire qui a été publié aux éditions L'Harmattan en 2017. C'est un livre témoignage dans lequel je partage mon regard sur cette maladie, comment elle est perçue dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, et je me dis qu'aujourd'hui encore, parce que je l'ai publié en 2017, aujourd'hui encore en 2026, je me rends compte qu'il y a vraiment besoin d'insister, de revenir et de dire certaines choses pour alléger le vécu des personnes drépanocytaires, mais aussi de leur entourage et de leur famille. Alors, comment j'ai découvert que j'étais drépanocytaire? Ça s'est fait de manière presque hasardeuse. Mon père et ma mère, bien qu'ils n'étaient plus ensemble, avaient pris une bonne décision, que je salue jusqu'aujourd'hui encore, parce que ça nous a permis de consolider des liens très forts avec mes frères. Donc ils avaient décidé que chaque vacances, mes frères et aussi mes cousins, on passerait nos vacances ensemble. La première partie, on l'a passée à Brazzaville, donc dans la maison de ma mère, et la deuxième partie à Pointe-Noire, dans la maison de mon père. Excusez-moi. Alors, cette première partie, quand on a commencé donc à Brazzaville, par une après-midi, ce qui était quand même assez peu ordinaire que la maison se retrouve vide. Il y avait souvent quelqu'un, l'animation, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des gens. Mais ce qui était bizarre, cet après-midi-là, je me retrouve complètement seule à la maison. Il était peut-être autour de 14 heures, quelque chose comme ça. Et ma mère, elle rentrait tard, souvent autour de 17 heures. Et donc, du coup, mes cousins, mes frères n'étaient pas là, peut-être qu'ils étaient allés se balader. Je rentre dans ma chambre, j'étais vraiment en train de traîner, en train de me dire qu'est-ce que je vais faire. Je cherchais quelque chose à faire. Et je tombe sur cette bande dessinée de Planète Enfant. Donc, mes frères et moi, on avait des codes culturels qui se ressemblaient beaucoup. On partageait beaucoup de choses ensemble. Sauf que je sais que cette BD, elle n'est pas à moi parce que ce numéro, je ne l'ai jamais acheté avec ma mère qui m'emmenait à la librairie acheter mes numéros chaque semaine. Sauf que ce numéro-là, je ne le reconnais pas, c'est pas le mien. Et là, je me pose juste la question, mais qui a déposé? Je me dis que c'est certainement mon frère parce qu'il lisait les mêmes BD que moi. C'est comme si on grandissait de part et d'autre d'un même miroir, qu'on partageait beaucoup de choses en commun en fait. Donc, Planète Enfant, à cette époque-là, a fait un grand travail au niveau de la recherche parce que la maladie était tellement bien décrite. Les signes, comment on vit, c'est quoi la crise vaso-occlusive, la crise douloureuse, comment la personne va vivre cette crise. Les symptômes étaient tellement bien décrits que je ne pouvais pas ne pas comprendre qu'il s'agissait de ma maladie. Fait étonnant, je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi moi j'étais traitée différemment dans ma famille avec les cousins de ma famille maternelle et tout. Je voyais bien que j'étais traitée différemment, mais j'ai jamais posé la question à maman enfin, je constatais qu'elle était plus sévère avec moi sur certains points. Elle était plus méticuleuse. C'est toujours à moi qu'on disait, il faut bien t'habiller, il faut bien te couvrir, il faut toujours avoir un pull, il faut toujours avoir des chaussettes, il faut toujours boire beaucoup d'eau, il faut ceci, il faut cela. Donc l'hygiène de vie. Moi, j'ai jamais été beaucoup plus curieuse que ça. C'est vrai que j'étais une enfant très curieuse. C'est toujours du genre à vouloir savoir, comprendre le comment du pourquoi et tout ça. Mais je n'ai jamais posé de question pourquoi j'étais traitée comme ça. Plus loin encore, je prenais des médicaments, l'acide folique jusqu'aujourd'hui.
Je prends toujours cet acide folique, donc des petits comprimés de jaune de 5 milligrammes. Mais même quand je prenais ça, j'ai jamais posé la question à maman, mais pourquoi je prends ça? Je pense, et ça je le pense sincèrement, que notre âme, lorsqu'elle vient sur Terre, elle est préparée à traverser les épreuves qui vont être sur son chemin. Elle sait en fait qu'elle va passer par ça, 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 ça. Même si c'est pas conscient, je pense que l'âme sait. Et que moi, j'ai forcément refoulé ça. J'ai refoulé au maximum le moment de cette découverte parce que je pense que mon âme savait que le jour où j'allais découvrir ça, ça allait devenir le jour et la nuit. Bah, comme Dieu sait faire ces choses, ça s'est passé ce jour-là. Donc, pas de curiosité particulière, même quand j'avais des crises douloureuses, même quand j'avais mal dans les articulations. J'ai jamais eu de vraie conversation. Tout ce que je sais, c'est que ma mère m'avait dit que les petits comprimés jaunes, c'était des vitamines. Jamais été plus curieuse. Mais ce qui m'a quand même choquée, c'est de me dire que c'était mon frère, qui était plus jeune que moi. Donc, il avait 3 ans de moins que moi. Donc, si j'avais 9 ans, donc à l'époque, il devait avoir 6 ans, ou il tirait vers ses 7 ans. Donc, je me suis dit, si même lui c'est ça, ça veut dire que soit euh, c'est-à-dire qu'il avait déjà une certaine, comment dire, il était averti. Il me voyait avec un regard qu'il savait, il sentait que sa sœur était différente. Moi, en moi, je ne conscientisais pas ça, je ne voulais pas le voir, même si c'était évident que j'étais traitée différemment, mais je ne voulais pas traiter ça. Mon système d'exploitation ne voulait pas traiter ça. Et jusqu'à ce que je tombe sur ça. Donc ma mère, elle va rentrer autour de 17 heures. Et là, moi, quand j'ai appris ça, je me suis écroulée, je me suis effondrée, j'ai pleuré, même si je ne savais pas, c'est bien après, au moment où je vais commencer à recevoir mes premières insultes, les moqueries et tout, c'est là où je vais comprendre ce que signifiait le poids communautaire de la drépanocytose et tout. C'est au fil du temps que je vais le découvrir, mais au moment où je l'apprends, j'ai pas cette donnée-là, j'ai pas ce poids culturel autour de la drépanocytose. J'ai pas le truc du tabou, j'ai pas le truc de la stigmatisation, mais c'est juste de savoir que toute ma vie serait conditionnée par cette maladie. Pour moi, je le vis comme la découverte d'un lourd secret, mais d'un très lourd secret familial. C'est comme si on m'a caché quelque chose que j'ai découvert, et c'est ça qui fait que je m'effondre. Donc quand ma mère revient, je lui dis, maman, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Sincèrement, je m'attendais à ce que elle puisse me dire, voilà, ce que tu as découvert, ce que tu as découvert, je disais, je m'attendais à ce qu'elle me dise ça, ce que tu as découvert ne dit en rien qui tu vas devenir, ce que tu vas pouvoir faire de ta vie, ce genre de choses. Je voulais vraiment trouver de l'amour en face de moi, vraiment qu'elle soit réceptive, qu'elle soit dans l'accueil, dans la compassion, dans l'empathie. Mais j'ai rencontré en face de moi quelqu'un qui s'est montré, à ce moment-là, qui s'est montré vraiment rigide, qui s'est montré presque, presque dure en fait. Je ne veux pas dire qu'elle était indifférente, je pense que elle-même, quand je grandirai un peu plus tard, elle me dira, le jour où je l'ai appris, je l'ai vécu comme un deuil, pour moi c'est comme si j'étais déjà partie. Mais moi aussi, je l'ai vécu, j'avais pris ça vraiment comme un coup, un choc émotionnel, et je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment, qu'elle me couvre en fait d'amour et qu'elle me sécurise par rapport à cette annonce qui était déterminante pour moi. Chose qu'elle n'a pas fait. Moi, comment je vais le comprendre quand je vais grandir? Je vais me dire que peut-être qu'elle ne voulait pas me montrer sa vulnérabilité. Déjà, moi, j'étais dans un état de faiblesse. Si elle aussi, elle se montrait dans un état de faiblesse, on n'allait pas s'en sortir. J'allais pleurer, elle allait pleurer, ça n'allait pas. C'est pas que je m'attendais à ce qu'elle pleure, je m'attendais à ce qu'elle soit forte, mais dans la douceur. Donc, j'ai pas jugé, je me suis dit, ok, chacun de nous réagit. Donc, il y a des gens qui se montrent durs, parce que pour elle, certainement, c'était une façon de se protéger du fait que moi-même, je découvrais cette annonce-là. Bref, elle me dit deux, trois choses et je comprends à ce moment-là que je vais être seule avec le contingent émotionnel de cette maladie. Elle me dit ceci. Elle me dit, très simplement, hein, maintenant tu as grandi, maintenant tu sais, désormais tu vas pouvoir prendre soin de toi, toi-même. C'est tout ce qu'elle me dit. Il n'y a pas ce côté, oui, tu sais, le regard des gens, sois forte. Non, non, non. C'est juste, maintenant tu sais, maintenant tu as grandi, désormais tu vas pouvoir prendre soin de toi, toi-même. Alors, quand elle me dit ça, ben je le gère comme je peux.
Et il y a deux choses qui me blessent énormément à ce moment-là. C'est d'abord de réaliser que mon petit frère, qui est beaucoup plus jeune que moi, lui, il a déjà un regard averti sur moi. Donc je me dis, donc moi je le vis comment? J'apprends quelque chose de très lourd, de très difficile sur moi qui va conditionner tout le reste de ma vie. Mais j'apprends aussi que les gens autour de moi ont déjà un certain regard sur moi, qu'ils savent des choses ou en tout cas qu'ils pressentent des choses. Et je pense que mon frère avait ce regard et quand il a lui-même pu poser un nom sur ce que j'avais au travers de cette bande dessinée, c'est comme si il n'a pas eu le courage de me dire Yaya, regarde ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, est-ce que tu étais au courant? C'était trop lourd pour lui, donc il a laissé traîner sa BD et moi je l'ai découvert comme ça. Donc on n'a pas eu de moment familial où on me dit voilà, tu as ça, qu'on dise à mes frères, voilà, votre grande sœur a ça, mais ça ne change rien au fait qu'elle est votre grande sœur. On n'a pas eu cet échange-là, donc c'est comme si, comment je l'ai vécu, c'est comme si on m'a laissé face à un miroir de regarder aux yeux de tout le monde, sous le regard général, qu'on m'a laissé prendre conscience que j'étais différente et que j'allais vivre une vie, que j'allais en baver. Je l'ai vécu comme ça. Tout le monde sait, on te laisse avec ton épreuve du miroir, débrouille-toi. Donc, quand je sors de cette découverte-là, c'est pour ça que je dis, et c'est vraiment ça le message là où je veux en arriver, voici, je regarde vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours ne me vient ni de ma mère, ni de mes frères, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel seul qui a fait le ciel et la terre. Je veux donner, si je peux, me permettre de donner un conseil aux parents de personnes qui vivent avec la drépanocytose, les tuteurs, les parents biologiques et tout, c'est de vous dire, il faut mettre chaque chose à sa place. C'est très important que l'enfant l'apprenne le plus tôt possible parce que les moqueries dehors n'attendront pas de savoir si votre enfant est disposé à écouter ou pas. Les indexations, ah, yeboé, ça ne va pas attendre de savoir si votre enfant est prêt pour ça. C'est vous qui devez petit à petit emmener votre enfant à savoir qu'il est différent et qu'on va lui faire vivre cette différence comme un enfer. Préparez psychologiquement votre enfant à faire face à l'enfer qui l'attend dehors. Au mieux, chaque chose à sa place. Parce que c'est une maladie qui est lourde, qui a besoin d'un cadre médical qui soit bien carré. Vous allez être habitué de l'hôpital certainement, c'est pas ce que je vous souhaite et c'est aussi pourquoi je vais multiplier ces vidéos pour vous faire éviter les hospitalisations au maximum. Mais c'est de se dire que vous serez certainement habitué des hôpitaux, certainement habitué des hospitalisations, certainement que l'hôpital va devenir un endroit qui va vraiment faire partie de votre vie. Mais mettez chaque chose à sa place. Le médecin traitant, à partir du moment où vous avez le diagnostic, l'enfant doit avoir un médecin traitant. C'est au médecin de trouver la manière de dire à l'enfant, avec des termes d'enfant, ce qu'il va vivre. Parce que la réalité, moi j'ai été une personne drépanocytaire, je suis une personne drépanocytaire et je sais, non seulement que j'ai été une personne drépanocytaire, j'ai été également médecin, j'ai eu une formation en médecine, je n'ai pas passé le diplôme par choix, aussi parce qu'il y a des choses aujourd'hui dans la réalité médicale que je n'embrasse pas, que je ne suis pas en confort avec ça. Et je pense que si on traite l'homme dans sa globalité, le corps et l'âme, l'esprit, il y a des choses même qu'on ne ferait pas en tant que médecin. Aujourd'hui, c'est très difficile, je pense que beaucoup de parents peuvent le témoigner, de tomber sur des médecins qui sont réellement empathiques, qui sont réellement sensibles, qui sont réellement touchés par ce que vous vivez. Ils vont vous balancer des termes techniques, le jargon médical, ils vont vous sortir la grosse science avec le stéthoscope au cou, sans savoir ce que vous traversez à cet instant, sans savoir que vous le vivez comme un deuil et que vous êtes déjà en train de vous poser la question, est-ce que vraiment je dois investir en l'enfant là, est-ce que je peux espérer que l'enfant va vivre longtemps? Donc les médecins sont techniques. Moi je les vois comme, vous avez une voiture qui est en panne, le mécanicien il vient, il répare la voiture en panne, sans penser à la personne qui conduit, est-ce qu'elle aime conduire sa voiture, comment elle a fait pour trouver cette voiture. Non, eux c'est je répare la voiture, mon problème s'arrête là. Ils sont techniciens à la base. Et c'est vraiment aussi un conseil que je donne aux médecins. C'est le moment où vous allez chambouler toute une vie.
C'est comme des maladies lourdes, c'est comme le sida, c'est comme des maladies à déclaration obligatoire. Vous devez dire à la personne que ta vie va changer. Parce que la personne, que ce soit vous, que ce soit votre enfant, on doit faire l'annonce de sorte que le patient puisse adhérer au traitement. Un traitement qui va durer à vie, qu'il ne soit pas dans le déni, qu'il ne rejette pas le traitement. Donc pour ça, il doit trouver les mots. Mais on ne tombe pas toujours sur les médecins qui ont cette patience, qui ont cette humanité, qui ont cette compassion. On est vraiment avec des gens qui... Ah oui, mais de toutes les façons, aujourd'hui, hein, c'est plus comme avant. Mais non, prenez le temps de vous asseoir et de dire les choses. Effectivement, c'est plus comme avant. Nous, aujourd'hui, on a grandi. Avant 25 ans, c'est vraiment là où il faut se battre. Mais au-delà, quand l'enfant a compris l'hygiène de vie, il a compris comment faire ceci, comment faire cela, normalement, avec une bonne prise en charge, la personne respire et a une vie comme tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Aujourd'hui, nous sommes excellents. Nous excellons dans nos milieux de vie. Pourquoi? Parce on sait c'est quoi le privilège du souffle de vie. Donc, encadrer, le conseil que je donne, encadrer le moment. Ne laissez pas l'enfant vivre ça comme un drame, comme un traumatisme, de se dire que je ne vais pas vivre longtemps ou qu'il n'y a pas d'avenir. Non. Dehors, les gens vont le faire. Dehors, on va se moquer de lui. Dehors, on va l'indexer. Dehors, on va le maudire. Dehors, on va lui dire, c'est à vous de le protéger. Une fois que le médecin a fait son travail, ramenez-le à la maison. Prenez le temps de lui dire, maman, tu es un peu différente. Papa, tu es un peu différent. Tu as cette maladie, tu as ceci, tu as cela. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas aimé, que Dieu ne t'a pas choisi, que Dieu ne t'a pas appelé. Et quand vous voyez dans la Bible, Moïse avait la langue lourde, il bégayait. Chacun avait toujours un petit défaut qui faisait qu'il ne pouvait pas être qualifié. Gédéon qui a emmené l'armée d'Israël vers la victoire, il tremblait. Il disait, ah, moi je suis le plus petit du plus petit du plus petit. Jésus qui est né à Bethléem, dans une crèche, hein, c'est lui qui a marqué l'histoire de l'humanité. Aucun hôtel, aucune auberge, pardon, ne voulait le recevoir, mais il a marqué l'histoire de l'humanité de sorte qu'aujourd'hui, on a un avant, après Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ta faiblesse qui détermine qui tu vas devenir. Ce n'est pas ce que tu as dans ton sang, dans tes gènes, qui va dire que tu vas réussir ou pas. C'est Dieu qui t'a appelé, Dieu qui te connaît par ton nom. Ramenez l'enfant à la maison, mettez Dieu à la place de Dieu. Priez avec l'enfant, dites-lui, Dieu te connaît, tu es créé à son image et selon sa ressemblance. Autant voulu, autant marqué, ce qu'il a mis en toi portera son fruit. Ta voix va compter. Et c'est ce que nous, on fait aujourd'hui. Notre voix compte parce que le Seigneur nous a gardés vivants. Là où, au travers de cette maladie, les gens ont mis les yeux, les gens ont voulu faire, les gens ont voulu nous tuer pour nous dire, ah, il était déjà comme ça, il était déjà comme ça. Mais Dieu a dit, non. Dieu leur a fait un tais-toi. Et sinon on est debout c'est pour dire aux autres, ne croyez pas en la maladie, croyez en Dieu. Et je ne vous laisserai pas sur cette vidéo sans vous donner ce psaume que le Seigneur me donne pour vous donner, le psaume 91. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras et tu verras la rétribution des méchants. Dans la drépanocytose, à cause des problèmes de la prise en charge, il y a encore beaucoup de drépanocytaires qui tombent sur le chemin. Mais si Dieu dit que cette maladie n'est pas pour la mort, cette maladie n'est pas pour la mort. On se dit donc à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.